Bonsoir, bienvenue sur Capital. Ce soir, ce sont les enjeux de la mobilité urbaine qui vont être abordés. Un reportage de Caroline Barthélémy et Louis-Marie Alain. La mobilité urbaine, c'est quoi? La mobilité urbaine est l'ensemble des déplacements urbains de personnes relatifs à des activités quotidiennes, liées au travail, aux achats ou encore aux loisirs par exemple. Elle est donc propre à chacun, mais c'est surtout un sujet dont nous parlons de plus en plus. Ce sujet est un enjeu crucial aujourd'hui, et le sera encore davantage dans les années à venir. C'est la mobilité des biens et des personnes qui a transformé l'économie mondiale et globalisé les échanges. C'est elle aussi qui a bouleversé les modes de vie et qui façonne l'existence de milliards d'humains. Mais d'où vient le besoin d'évolution des mobilités urbaines? On observe, dans les métropoles et les villes, la multiplication des modes de transport. Qu'il s'agisse de déplacements urbains et périurbains, les citoyens se déplacent toujours plus et leurs besoins sont de plus en plus variés. Pour les satisfaire, de nouveaux services viennent s'ajouter aux modes de transport existants. Tous sont complémentaires et répondent à une demande croissante de flexibilité. Les métropoles et les grandes villes vivent de grands changements, et notamment une croissance exponentielle de la population urbaine depuis 50 ans, qui ne semble pas s'arrêter, puisque selon les dernières estimations des Nations Unies, plus d'un tiers de la population mondiale vivra dans une zone urbaine d'ici 2050, soit 2,5 milliards de personnes en plus. Dans ce contexte de densification, une offre organisée autour des transports en commun s'impose. Cependant, pour certaines villes, il est devenu difficile d'aménager leurs espaces urbains. En effet, c'est le cas par exemple de Londres, avec leur organisation de leurs bâtiments hors du temps. Cela pose de multiples problèmes pour l'évolution des mobilités urbaines dans ces villes. On note également que la hausse du prix des carburants, la prise de conscience collective des enjeux environnementaux et les politiques publiques visant à limiter les recours à la voiture individuelle ont une incidence notable sur l'usage de l'automobile. Il y a ainsi une réduction de la place de la voiture. Même si les évolutions sont encore peu perceptibles, la voiture commence à devenir un mode de transport de moins en moins exclusif. Mais au contraire, la mobilité multimodale prend de plus en plus d'ampleur. Le couple vélo et marche constitue le mode de déplacement urbain le plus adapté aux courtes distances. Ces déplacements, rangés dans la catégorie des mobilités douces, représentent en moyenne plus d'un tiers des déplacements dans les centres-villes. Les services de vélo partage ont permis dans de nombreuses villes de voir l'usage du vélo fortement progresser. À Paris par exemple, la mise en place du système Vélib a fait augmenter de 70% le nombre de déplacements en vélo. Nous pouvons voir que les formes et la manière dont on utilise les mobilités urbaines ont énormément évolué au fil des années. Prenons l'exemple du bus. Incroyable, non? Les principales innovations des 15 dernières années ont été réalisées dans les grandes agglomérations de transport collectif, comme le métro et le tramway par exemple. Lille a été la première ville à automatiser intégralement son métro. Ce système de transport a ensuite été adopté par d'autres villes françaises et même étrangères. De plus, l'évolution n'est pas près de s'arrêter là, puisque un nouveau moyen de transport est en train de voir le jour en ce moment. En effet, il s'agit du taxi-drone que nous avons présenté à l'émir de Dubaï, ainsi que la trottinette électrique et le bus autonome. La ville de Dubaï est très touristique comme vous le savez, et de ce fait nous avons prévu de mettre en place de nouvelles mobilités urbaines, autour des aéroports et au centre-ville. Tout d'abord pour fluidifier la circulation, mais ensuite pour faire de Dubaï une ville plus responsable avec le but d'augmenter la prise des transports en commun, et surtout l'utilisation de l'électrique. J'ai décidé que 25% des moyens de transport seraient autonomes en 2030. Mais je n'ai pas trop d'idées de nouveaux moyens de transport qui peuvent être proposés et surtout en osmose avec ma ville. Oui, alors tout d'abord, nous sommes pensés au taxi-drone, donc ce qui n'était il y a peu qu'une idée de science-fiction, prend de plus en plus corps avec de nombreux projets un peu partout dans le monde. Donc est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou pas du tout? Vaguement, je sais juste qu'il y a eu plusieurs essais dans différentes villes, mais je ne comprends pas très bien le fonctionnement de ce système. Très bien, donc je suis là pour ça, pour vous le présenter, mais surtout pour vous l'expliquer.
Donc tout d'abord, en parlant de taxi-drone, n'ayez vraiment pas en tête l'idée d'hélicoptère. Ce sont deux choses bien distinctes, bien différentes, plus agiles, plus souples et plus autonomes qu'un hélicoptère. Les taxi-drones sont riches en promesses. Vous avez le choix entre plusieurs compagnies. Donc parmi elles, on retrouve la fameuse marque d'aviation française, Airbus. Donc le City Airbus est long de 8 mètres, il est 100% électrique et autonome et il a une autonomie de 15 minutes. Donc il devrait avoir à terme la capacité de transporter 4 passagers à environ une vitesse de 120 km/h. Cependant, Airbus pourrait bien être devancé par Uber, Hyundai ou même encore E-Ang, la société chinoise qui, elle, a déjà réalisé son premier vol sans pilote. Donc l'appareil pèse environ 200 kg, dispose de 8 moteurs électriques, ce qui est quand même énorme, et le cockpit ne dispose d'aucune commande, donc c'est 100% autonome. Le passager a juste à indiquer sa destination, et pour le reste, il s'en remet à E-Ang 184. C'est une belle innovation que vous avez là. Mais lorsque vous dites sans pilote, il y a juste le passager? Ils ne sont même pas accompagnés d'un pilote en cas de problème technique. C'est quand même assez dangereux, surtout que les drones volent dans le ciel avec d'autres engins. En effet, les drones vont devoir cohabiter avec les hélicoptères, les avions et j'en passe. Les risques d'accident sont donc réels, mais pour les éviter, il faut réorganiser le ciel. L'Agence européenne de la sécurité aérienne, par exemple, a déjà séparé les drones en 2 catégories distinctes. La première concerne les engins de moins de 25 kg. Et la seconde est celle qui concerne les drones pesant plus de 25 kg. Donc, pour les drones taxi, nous sommes plutôt dans cette deuxième catégorie, évidemment. De plus, le ASA prépare U-Sky, un contrôle aérien automatisé auquel sera relié tous les drones et gérera les aspects conflictuels du trafic, comme les attributions des créneaux de vol, l'autorisation de décoller et d'atterrir. Une cartographie précise va également être dessinée. Celle-ci sera découpée en 3 dimensions en temps réel du ciel. Elle permettra aux appareils automatisés qui y seront connectés d'être avertis des obstacles potentiels sur leur route. Mais elle leur permettra également de respecter des couloirs aériens dans lesquels ils doivent se trouver. Et les nombreuses zones interdites au survol telles que les campagnes, les propriétés privées et surtout les écoles. D'accord, je vois, il y a peu de chances qu'on soit dérangé par ces drones alors. Avez-vous d'autres moyens de transport à me proposer que ce taxi-drone? Car même s'il a l'air d'être un très beau projet, il reste quand même beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Et surtout, il faut gagner la confiance de toute une population pour utiliser ce genre d'engin. Très bien, mais avant de commencer, il faut savoir que les technologies de bus autonomes n'en sont encore qu'à leur début. Keolis a déjà effectué une première démonstration d'un bus autonome électrique en novembre 2018. Le bus est capable de se garer tout seul, mais aussi de se rendre dans les zones de recharge et même de nettoyage. En termes de coût, le chauffeur représente entre 50 et 60% du coût total d'exploitation d'un bus. Dans un bus autonome, vous n'avez plus de chauffeur, donc plus c'est coût à payer. Ensuite, en termes de fréquence, l'augmentation du nombre de passages de lignes ainsi que l'ouverture de lignes à nuit sont deux choses désormais envisageables avec un bus autonome. D'après l'OMS, 1,2 million de personnes meurent chaque année dans le monde d'un accident de la route. Dans 90% des cas, l'erreur humaine reste la cause principale de ces décès. Si on automatise les fonctions de conduite, on peut espérer diviser le nombre par 10, ce qui est quand même énorme. Ensuite, pour ce qui est de l'aspect écologique, le bus autonome est forcément plus écologique que les autres véhicules puisqu'il fonctionne avec de l'électricité et non de l'essence. A noter également qu'à partir d'un certain niveau de batterie, le bus reçoit un signal comme quoi il faut qu'il se rende à une zone de recharge. À partir de ce moment, plus aucun passager ne peut monter dans le bus. Très bien, mais les bus autonomes peuvent quand même causer des accidents. Nous en sommes conscients, et c'est pourquoi la question de l'intégration d'un algorithme type Moral Machine du MIT se pose encore. Cet algorithme permettra de choisir la meilleure solution en cas d'accident. Percuter l'obstacle de devant, ou alors tourner pour éviter l'obstacle et risquer de percuter un mur ou une personne. Pour ce qui est de la responsabilité, ce sont les titulaires d'autorisation du test qui seront responsables devant la loi. En cas d'accident, la responsabilité du conducteur sera mise en cause uniquement si l'ordinateur de bord lui avait demandé de reprendre la main, en tenant compte du temps de réaction d'un humain pour agir sur le véhicule. D'accord, je comprends mieux le fonctionnement maintenant avec vos explications.
Quelle est cette troisième solution que vous avez à m'apporter? Pour finir, nous avons pensé à vous proposer la trottinette électrique qui s'est déjà beaucoup démocratisée en France. Donc on a tous connu la trottinette lorsqu'on était petit. Ici, nous avons donc la réinvention d'un objet déjà existant. La prise en main de l'objet est enfantine, sa conduite n'exige aucun apprentissage. Je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas en accord avec vos arguments. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de risques et de dangers liés à l'utilisation de cette trottinette. De plus, la législation n'est pas encore claire sur certains points, notamment là où peuvent circuler ces engins. Par exemple, nous savons qu'elles n'ont pas le droit d'être utilisées ni sur les pistes cyclables réservées aux vélos, ni sur les trottoirs et les routes. Et je pense qu'au niveau des assurances, il y a beaucoup de points à revoir sur le fait de savoir qui est fautif en cas d'accident. D'accord, très bien. Donc je vois que vous n'êtes pas tout à fait en adéquation avec cet engin, ce qui est tout à fait compréhensible. Seriez-vous intéressé par un des moyens de transport que nous vous avons présenté? Merci beaucoup en tout cas de m'avoir présenté ces mobilités. Je trouve que le taxi drone peut être une belle innovation, même s'il y a encore beaucoup de zones d'ombre avant d'adopter ce mode de transport. Pour ce qui est du bus autonome, je vais sérieusement y réfléchir, car c'est la proposition qui me paraît le plus appropriée. Merci de nous avoir invités, c'est un plaisir. La mobilité urbaine entraîne de nombreux enjeux. Mais quels sont-ils? Parlons tout d'abord des enjeux économiques. La crise économique a fortement bouleversé la façon de consommer des Français. En effet, 47% des Français ont ainsi diminué leurs déplacements en ville avec leur véhicule personnel depuis le début de la crise, selon l'Observatoire de la mobilité 2014. A contrario, 36% des interrogés ont préféré avoir recours aux transports en commun. En effet, la part liée aux frais de déplacement, comme l'acquisition et l'entretien d'un véhicule, l'abonnement de transport en commun, occupe dans le budget d'un ménage une part importante lorsque celui-ci s'éloigne du centre-ville. Enfin, le stationnement constitue la finalité de la circulation pour se rendre au centre-ville. Les premières difficultés de stationnement dans les centres-villes sont apparues dans les années 1960-1970, contraignant les pouvoirs publics à intervenir en réglementant la durée du parking, tout d'abord par l'institution de zones bleues, puis par le recours au stationnement payant, des parcs-mètres pour les véhicules garés sur les voies publiques. Les parkings en centre-ville deviennent de plus en plus chers afin de libérer les places de parking plus rapidement. Il devient donc de plus en plus avantageux de se rendre en ville en métro ou en tramway. Maintenant, abordons les enjeux sociaux. L'augmentation des vitesses qui favorise les déplacements a permis une dissociation des lieux de vie et d'habitat, de travail, de consommation et de loisirs. Chaque individu va ainsi pouvoir construire son territoire au sens d'espace de vie. Ce territoire va pouvoir varier au cours du temps. C'est à l'échelle locale que les transformations sont les plus visibles. Certains individus vivent à l'échelle de leur quartier, quand d'autres parcourent chaque jour des dizaines de kilomètres pour se rendre à leur travail. Si on parle souvent de stratégie résidentielle, il faut bien admettre que souvent les ménages s'installent là où ils peuvent et non là où ils veulent. La mobilité des ménages est directement liée à la capacité budgétaire des familles. La possibilité de se déplacer détermine les choix que chacun fait pour se loger, orienter sa vie professionnelle. Ayant une valeur sociale très positive, la mobilité comprise comme le fait d'être mobile est souvent considérée comme l'une des conditions majeures de l'intégration et de réussite sociale. Aujourd'hui, nous ne devons plus réfléchir aux solutions technologiques qu'il faut utiliser pour la mobilité urbaine. Nous devons au contraire comprendre pourquoi nous nous déplaçons. Cite Carlos Moreno, auteur du livre Droit de cité, de la ville-monde à la ville du quart d'heure. Ce directeur scientifique est à l'origine de la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est une ville polycentrique et multiservice dans laquelle on a plus de temps et une meilleure qualité de vie grâce à des services essentiels qui se trouvent idéalement à 15 minutes à pied autour de chez soi. Bien entendu, à l'heure actuelle, disposer de tous les services dont nous avons besoin à moins de 15 minutes de chez soi, c'est loin d'être réaliste pour tout le monde. Se déplacer reste et restera encore à la fois un besoin et une forte aspiration humaine. Outre cette ville du quart d'heure, d'après une étude, pour 53% des citadins, les transports en commun permettent d'éviter les embouteillages et la pénurie des places de parking, qui est un véritable facteur de stress. Pour finir, nous allons voir les enjeux environnementaux. Les transports urbains génèrent en effet des nuisances environnementales, sonores et sanitaires, ainsi que des externalités négatives participant à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre
et à la dégradation de la qualité de l'air. Le secteur des transports est le deuxième secteur le plus polluant après les industries de l'énergie. En France, le transport routier est non seulement le premier contributeur du secteur des transports aux émissions de gaz à effet de serre, mais aussi le secteur dont la contribution a le plus augmenté entre 1990 et 2006. Ces émissions ont augmenté de 20% depuis 1990, et ce, malgré la hausse du prix des carburants. Ces nuisances ont un double impact sur la santé et sur l'environnement. Un rapport de la santé publique estime ainsi que la pollution de l'air est responsable de 48 000 décès prématurés par an en France. La situation environnementale est un facteur incontournable de la transformation et de l'amélioration des mobilités. De nombreuses études montrent que la possession d'une voiture personnelle nous incite à nous déplacer systématiquement avec ce véhicule. Lorsqu'on ne possède plus d'automobile, on s'interroge avant chaque déplacement sur le mode le plus adapté pour se déplacer. Ce faisant, on augmente mécaniquement l'usage des modes doux et des transports en commun pour un impact fortement réduit sur notre environnement. Les transports de demain devront s'adapter à l'évolution des usages, mais aussi et surtout à être propres. Un véhicule est considéré comme propre lorsque son impact sur l'environnement est peu important. Les villes françaises veulent, à l'image de la ville de Paris, interdire, ou tout du moins réduire, l'usage de véhicules à moteur à combustion interne dans le futur. Et vous, comment voyez-vous notre futur ?